quelqu'un qui a été formé à la musique classique. Parce que j'ai commencé le piano quand j'avais, on va dire, vers 5 ans. Il y avait un piano à la maison, donc j'ai commencé à toucher le piano. Et c'était une sorte d'émerveillement, en fait. C'était vraiment quelque chose de... J'étais un enfant qui parlait pas, en fait, et j'ai trouvé dans le piano, dans les notes, quelque chose qui me parlait énormément, en tout cas, à moi, et ça m'a accompagnée en fait jusqu'à maintenant. Je n'ai pas vraiment pris beaucoup de cours de piano, j'ai pris 2 ans de cours de piano, mais il y avait cette vibration et cette chose que je ne savais pas comment ça s'appelait en fait. C'était des notes qui vibraient, et puis on appuyait sur des touches, et puis ça faisait des sons, et puis ça s'entrecroisait, ça s'enchevêtrait, ça faisait des trucs avec l'oreille, et puis ça faisait des choses aussi avec le cœur, et ça faisait des trucs avec le rythme. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ici depuis le début du festival, et moi qui me manque énormément, et je ne vais pas en parler encore aujourd'hui. Et donc je pense que ça vous manque aussi énormément, mais quand même, je le dis parce que ça ne va pas être présent dans ma conférence, c'est tout ce qui est le rythme. Pour moi, la musique, c'est vraiment la première chose, c'est le rythme, c'est la pulsation, c'est la respiration, c'est comment ça accompagne les battements du cœur, parce qu'on a un cœur qui s'accélère, qui ralentit. Et le fait de pouvoir avec des doigts toucher faire des notes qui suivent un peu ces intensités-là qui varient, c'est vraiment pour moi ça la première donnée de la musique. Et après, une fois qu'on commence à se former, donc quand on commence à faire du solfège, on commence à connaître le nom des notes, etc. Et puis on commence à apprendre ce que c'est que les intervalles. Donc je suis ici parce que je me suis dit, un peu bêtement, que je ne suis pas thérapeute et je ne suis pas mathématicienne ni scientifique. Et donc je me suis dit, moi, ce que je connais, c'est un peu l'histoire de la musique et puis un petit peu l'histoire de comment la musique occidentale s'est construite. Donc j'ai fait le cursus classique et puis ensuite j'ai fait une année de prépa qui était vraiment orientée sur la musicologie. Et c'était passionnant parce qu'on apprenait l'histoire, à travers l'histoire de la musique, comment en fait la musique occidentale qu'on écoute aujourd'hui, c'est le fruit d'une immense évolution qui a commencé il y a très très longtemps, mais qui s'est suivie toujours sur les mêmes principes un peu abstraits, et qui a été toujours un peu... il y a eu 2 choses, il y a eu la musique liturgique et religieuse, et puis il y a eu la musique traditionnelle, populaire. Et quelque chose qui a voulu rassembler les deux petit à petit, ça a été les chercheurs mathématiciens, les musiciens qui étaient mathématiciens. Parce que c'est eux qui ont en quelque sorte posé des bases. Et avec ça, on a petit à petit construit une musique occidentale qui est qu'on pourrait dire très mentale, très intellectuelle. Parce que finalement, il y a plein de gens qui disent oui, c'est des rapports mathématiques, en fait, la musique, si on écoute Bach, Jean-Sébastien Bach, il fait que des renversements de notes, on voit des figures et tout ça, et donc c'est quelque chose de très visuel, de très mental. Mais il y a aussi... donc ça, c'est vraiment la partie abstraite et mathématique. Donc je sais pas, on parlait avec toi de ça, et tu me disais, mais moi je n'aime pas du tout la musique classique, et donc moi j'ai trouvé ça génial. Je la comprends pas. Et je crois qu'effectivement, pour comprendre la musique classique, dans un certain sens, en fait, il faut l'avoir étudiée, quoi. D'une certaine façon, en tout cas un petit peu. Et parce que qu'est-ce qu'il y a dans la musique classique? Donc avant de commencer vraiment, là je me suis présentée, et avant de commencer le corps de ce que je vais dire après, je voudrais qu'on fasse une première écoute d'un morceau, et puis vous allez écouter, puis vous allez me dire après ce que vous... Donc je vais essayer d'orienter un peu ma question. Qu'est-ce que vous avez perçu d'harmonieux et qu'est-ce que vous avez perçu de dissonant dans ce qu'on va entendre? Et est-ce que ça vous a ému, en gros? Est-ce qu'on peut écouter le premier?
وای کارساز کریم من دین تو نصرانی Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que c'était harmonieux? Est-ce que ça vous a touché? Et est-ce que vous pouvez le décrire un peu? Ouais. Alors pour moi c'est une curiosité, tout simplement parce que c'est pas la musique que j'écoute, mais je l'écoute quand même de temps en temps, mais c'est pas la musique que j'écoute d'habitude. Et en fait, ce que moi je ressens, c'est quand j'écoute ça, je me sens transporté et j'ai l'impression que cette musique cause à une partie de moi-même que je ne maîtrise pas. Et je dirais que j'ai l'impression que ça cause à mon côté primate, un peu. Il est assez présent chez moi quand même, il faut que je précise. Et c'est... Malgré que j'essaye de le décrire, je n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi ça me transporte. Je trouve pas ça dissonant du tout. Ce que je trouve bien, c'est que c'est simple. C'est-à-dire, il y a un instrument, il y a le gars qui fait des vocalises et bah, je trouve ça super. Voilà. C'est un moyen de transport, mais à un niveau indescriptible. Merci. Quelqu'un d'autre? Merci. Moi, c'était un transport aussi, mais en fait, c'était le désert. Et quelque part, le paysage que j'avais en tête, c'était le désert et les dunes. Harmonieux, oui. Je ne peux pas parler d'harmonie, en fait, vraiment. La question que je me suis posée, c'est est-ce que... je pense qu'il y a des paroles. Enfin, des paroles, ça correspond à un texte. Et qu'est-ce que c'est que ce texte? Dans quel contexte il a été élaboré?
L'autre question, c'est, je voyais un milieu très masculin. Est-ce qu'il y a des femmes là autour, autour de ce feu ou dans ce camp, ou je sais pas, enfin, ce que je m'étais imaginé, quoi, dans ce qui m'est venu comme image. Voilà. Merci. Moi, j'ai trouvé plutôt harmonieux dans le sens d'une communion avec la nature. Pour moi, cette voix et cette musique sont simples. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité. Donc c'est ça qui m'a touché. Quelque chose, j'allais presque dire organique aussi, en lien avec la nature. Je vais quand même dire qui est le musicien, et de quel style ça vient en fait. Ça c'est un... Tout n'est pas dans ma tête. Alors, voilà. Où est-ce qu'il est? Moi, je l'ai pas là. Donc c'est de la musique kurde d'Iran. Il s'appelle Ali Akbar Mourad. Et il fait partie des musiciens qui font de la musique pour... ce sont des odes mystiques liées à la pratique religieuse. Enfin, tu me corriges, Khaled, parce que... C'est ça, c'est une confrérie. Donc c'est une confrérie, voilà, c'est ce qu'on appelle une confrérie. Donc ils ont une façon de célébrer Dieu. En fait, c'est une façon de célébrer Dieu puisque c'est ça. Hein. Oui, c'est une sorte de musique dans leur rituel soufi. Et le maqam s'appelle désert en fait. Ah voilà, le maqam s'appelle désert. Donc c'est magnifique. Alors le maqam, c'est la forme de gamme qui est utilisée. Et il y en a énormément. Donc ça, c'est de la musique d'orientation arabe, on va dire. Kurde, arabe, iranienne. Et ils ont énormément de gammes différentes. Donc ça, c'est une première façon d'écouter une autre gamme que la nôtre. Mais ce que je voulais vous faire entendre, c'est que dedans, en fait, si on reproduit la note tonique qui était jouée en permanence en fait, par l'instrument, c'est... avec comme ça, des percussions rythmiques. Et au-dessus, il y avait juste, dans toute l'introduction qui était à l'instrument, il y avait juste un petit chromatisme. Il y avait cette note et puis un tout petit peu au-dessus. On entendait ces deux notes là à l'instrument. Et au-dessus, le chant, et puis après il y avait un intervalle de quarte, c'est-à-dire un intervalle un peu plus grand. Donc il y avait à peu près... Tu me corriges Laure hein, si c'est pas ça, si t'as entendu autre chose. Il y avait donc ça, la carte. Et alors cette carte, là... Donc si je monte, je vais au-dessus, c'est la note qui est la plus au-dessus. Je descends d'un ton, encore un ton et encore un demi-ton. Donc on a un ton, un demi-ton. Et ben là avec ça, vous avez les premiers instruments de la musique grecque antique qui fonctionnaient comme ça sur un intervalle de quarte, donc comme une sorte de guitare comme ça, avec deux cordes qui sonnent de la même façon. La plus grave et la plus aiguë sonnent sur la même note. C'est pour ça qu'on entend quelque chose qui est un petit peu avec une sonorité, parce que ça vibre un petit peu, parce que c'est sur la même note, mais il y a une toute petite différence. Et puis ça fonctionne sur les harmoniques. Donc on entend et puis ça résonne comme ça. On entend beaucoup les harmoniques. Et donc dans la musique grecque antique, il y avait comme ça ce qu'on appelle un tétracorde. C'est-à-dire il y a 4 cordes, dont 2 sont accordées sur la même note. Et les 2 du milieu, et ben, en fait c'était à peu près libre. Donc on pouvait les accorder un peu comme on voulait en fait. Et donc il n'y avait pas de règle. Et pendant très longtemps il n'y a pas eu de règle et donc les musiciens ils ont fait ce qu'ils voulaient, sauf que ils les accordaient soit un ton, un demi-ton, soit donc ça
autre chose, et ils pouvaient les accorder de plein de façons différentes, mais il y avait toujours ce principe que la note la plus aiguë, la note la plus grave sonnait à l'unisson, à l'octave. Bref, c'est un peu bête ce que je viens de dire. Non, pas à l'unisson, à l'octave. Et du coup, quand vous avez si on fait le rapport avec la gamme classique occidentale, si vous partez du Do, est-ce que vous connaissez la gamme en fait? Tous ici. Si on part du Do aigu, ça fait Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. D'accord? Ça c'est en descendant, en montant, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Et si on sépare cette gamme en deux parties égales, on a Do, Ré, Mi, Fa. Donc Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton. Et la deuxième partie, c'est la même chose. Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton. Donc c'est deux fois la même chose. Donc les Grecs, au départ, ils avaient donc ces deux tétracordes, et ils ont fini par les mettre ensemble. Et en fait, Pythagore est arrivé pour dire que... donc dans tout ce que je vais dire, en fait, tout ce que je vais vous dire, moi j'essaie de ne pas avoir de jugement, parce qu'en fait, je ne sais pas très bien si ce que je dis est vraiment juste aussi, donc, parce qu'il y a plein d'explications, comme c'était il y a très longtemps, il y a plein de gens qui ont leurs histoires et qui les présentent de cette façon-là. Donc Pythagore, j'essaie de comprendre pourquoi c'est lui qui a fixé en fait les intervalles entre ces deux notes. Et pourquoi il les a fixés comme ça? Donc lui, il a pris l'harmonique qu'on entend le plus quand on joue une note. L'harmonique qu'on entend en fait, dans une note, dans un son, il y a combien d'harmoniques? Il y en a une infinité, mais il y en a 16 qu'aujourd'hui on a repéré qui sont inclus enfin, les 16 harmoniques, disons, d'un son, on les a intégrées dans la musique maintenant. Mais au départ, la première harmonique, c'était l'octave. Donc quand on entend un son, donc par exemple, si je fais ça. Normalement, vous pourriez entendre 16 harmoniques dans une seule note. Si on avait tous des oreilles supersoniques. Mais quand j'étais... enfin, je sais pas, ça m'a toujours choquée parce que quand j'allais à mon cours de solfège quand j'étais petite et on avait notre petite dictée musicale et il y avait une jeune fille qui avait un handicap, qui était handicapée mentale, enfin je sais pas quel handicap elle avait. Mais elle, quand elle répondait, elle disait les notes, elle disait Do, Sol, Mi, Ré, La, Fa, Si. Elle donnait toute la gamme des harmoniques qu'elle entendait, mais elle était la seule. Nous, on entendait juste une note. On entend une note. Et là, si je joue une note, qu'est-ce que vous entendez? Dans ces deux notes que j'ai jouées, enfin dans la première note que j'ai jouée, la première c'était un Do, et ben il y a plusieurs harmoniques. La première harmonique, donc c'est la fondamentale, c'est celle-là. C'est celle que tout le monde entend normalement. C'est-à-dire vous êtes capable de la chanter maintenant. Ouais, c'est ça. Et alors celle qu'on entend, qui est à l'intérieur, en fait, toutes les harmoniques sont à l'intérieur, c'est ça, c'est fou en fait. Mais je peux la faire apparaître si je touche le violoncelle d'une certaine façon. Je vais la faire apparaître et vous allez l'entendre. Donc ça c'est la première. Ça c'est l'octave, c'est Do à l'octave. Pourquoi je disais ça? On entend les harmoniques. Voilà, et donc il y en a 16. Et donc Pythagore, il a dit, ok, donc j'entends l'octave. L'octave, je constate qu'elle se retrouve, vous savez, quand j'ai mis le doigt, en fait, j'ai mis le doigt à peu près à la moitié. J'ai ma corde, elle est là, et la moitié, c'est l'octave. Donc c'est un rapport de
Un demi, exactement. Et donc il s'est dit, bah voilà, c'est parfait, parce que j'ai mon octave, et donc je vais construire la gamme des autres notes avec ça. Et donc si je fais la deuxième harmonique, c'est un rapport de 3 demi. Je crois que c'est ça, ou 2 tiers. Je vais essayer de comprendre ça, mais il y a tout qui se mélange. Oui, c'est 2 tiers. Et donc, en fait, l'autre harmonique, si je vais vous la jouer. Ça, c'est toujours la note Do. Donc, elle est là. Donc, il a mesuré ça, il s'est dit, bon, bah voilà, c'est à peu près à 2 tiers ou 1 tiers. Bon, bref. Et il s'est dit, bah, la gamme va se construire comme ça, avec la quinte. Donc ça, c'est le sol. Et si je monte le sol d'une quinte, ça veut dire que je vais rajouter 5 notes. Alors, attendez. Ça fait sol, la, si, do, ré. Je rajoute 5 notes, j'arrive sur le ré. Et donc le ré, c'est après, c'est des rapports de nombres entiers entre eux. Donc le ré, il est plus loin, si vous voulez, mais il l'a remis à l'intérieur de la gamme. Et donc il est là. Et puis il a fait ré, mi, fa, sol, la. Donc le la. Et il a intégré le la. La, si, do, ré, mi. Mi, fa, sol, la, si. Si, do, ré, mi, fa. Voilà. Donc là, on a toutes les notes de la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et le do. Alors on était parti du makam, et je vous disais qu'il y avait une sorte de dissonance dans le makam, il y avait une sorte de chromatisme. Ça veut dire qu'en fait on n'a pas entendu, il a joué, le musicien, il a joué avec on repart sur la note là, ça c'est pas un ton, c'est un demi-ton. Quand on dit chromatisme, ça veut dire qu'on joue sur les choses qui sont rapprochées. Parce que quand on chante un intervalle qui est très petit, et ben on va dire qu'il est en musique, il est tendu. Ça crée une tension. Et on a envie soit d'ouvrir l'intervalle, soit de le refermer. C'est pour ça que quand il fait ça, on a là un peu la sensation du désert. Enfin moi c'est ça aussi que j'avais ressenti. C'est on a envie d'aller beaucoup plus loin, hein, ou de revenir. Et aller beaucoup plus loin, pour lui, c'est la carte. Donc ça, pour reprendre ce que vous disiez, monsieur, c'est oui, c'est simple. Et c'est en même temps, c'est quelque chose... donc c'est toute la tradition classique de la musique iranienne, et qui est reliée à la mystique soufie. Donc c'est quelque chose où la musique a un lien, la musique a une fonction en fait. Elle a une fonction, c'est de relier l'homme au divin. De célébrer le divin, quoi. Dans la musique occidentale, il y a eu ça, puisque la musique elle a été un peu normée comme ça après Pythagore, elle a été petit à petit normée, mais toujours au début c'était vraiment dans la simplicité pareil, c'est-à-dire qu'il y avait des mélodies, on va dire, avec une seule voix, donc qu'on peut écouter facilement dans ce qu'on appelle une monodie. Donc là c'était simple parce qu'on pouvait suivre facilement la voix du chanteur, et voilà, il était dans ce petit cadre. Et en fait il voyageait, hein, il nous faisait faire un grand voyage juste dans un tout petit intervalle comme ça. Et donc ça c'est la monodie. Et en Occident on a eu ça avec le chant grégorien. Donc le chant grégorien c'était aussi des voix il n'y avait pas encore de mesure, il n'y avait pas encore de carrure rythmique. Donc le chanteur explorait comme ça une voix, mais il devait tous les gens qui chantaient ensemble devaient chanter à l'unisson. Donc par exemple si vous vous mettiez tous à chanter, on va tous se mettre à chanter et essayer de tous être à l'unisson. Et vous avez le droit de faire que des quartes, des quintes et des octaves. Donc ça veut dire la quarte, ça sera ça. La quinte, moi je m'en souviens toujours parce que je regardais la télé quand j'étais dans les années 80.
il y avait la série Dallas qui passait. Et le générique de Dallas, c'est Dallas, Dallas, ça c'est la quinte. Je sais pas si vous l'avez en tête. Bon, si vous l'avez en tête, c'est plus facile. Ouais, c'est une référence. Mais c'est comme ça que moi, voilà, je suis pas, j'ai pas une oreille supersonique, donc c'est comme ça que je faisais pour faire mes dictées. Et puis l'octave, c'est plus difficile parce que c'est plus, l'amplitude est plus. Donc on va s'y mettre. On va faire un petit chant grégorien. Alors ce qui est cool dans le chant grégorien, c'est que vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher. Il n'y a pas de temps encore. Il n'y a pas encore de temporalité. On va dire 1, 2, 3. C'est pas encore arrivé dans la musique occidentale, ça. Donc ça c'est génial. On est encore dans la temporalité où on peut se déplacer et c'est au rythme un peu de. Puisqu'on fait tous la même chose, on va essayer. Je vais commencer par donner la. Voilà, monsieur. Ceux qui veulent passer à la carte, il y en a qui restent en bas et d'autres qui montent. Alors, c'est super. Et je vais passer encore au fond, je ne suis pas encore passée. On a en fait, c'est vraiment plus agréable de comprendre la musique quand on la chante, je trouve. Parce que quand on sent ce que ça fait, un intervalle, 2 notes jouées ensemble, quand on est près de quelqu'un qui chante une autre note, on comprend, je trouve. On comprend des choses en fait. Donc on va continuer et ceux qui veulent passent à la quinte. Ils font Dallas. Donc je sais que c'est pas vraiment le. Dallas. Non, c'est pas ça. Dallas, Dallas, ton univers impitoyable. C'est un peu dissonant, hein, mais. Voilà. Donc vous avez compris en fait le principe du chant grégorien, c'est qu'on s'est mis ensemble. Bon, j'ai vachement dirigé en fait. En fait, c'est pas du tout ça. Mais bon, je trouve que c'est intéressant de sentir quand on chante. C'est pas pareil que quand on écoute un instrument qui joue à l'extérieur de soi. Parce que du coup, là, on pourrait s'amuser à chanter ensemble des secondes, c'est-à-dire l'intervalle, le petit intervalle qu'il a joué. C'est très difficile en fait.
Si peut-être que je peux le faire avec Laure, mais je vais chanter le temps et tu fais le 1. Après, ou tu fais le 1 et je fais le 1. Alors je vais faire celle du bas. Tu fais ça du bas, d'accord. Voyez, on a envie de tenir ça, c'est pas évident. Ouais, soit de se rejoindre. Ouais, on a envie soit de rejoindre, soit de s'écarter. Et bah ça, c'est vraiment merci beaucoup Laure parce que c'était super. Et, et en fait, c'est vraiment ça qui a créé, en fait, qui a façonné petit à petit l'harmonie, la construction en intervalles harmoniques de la musique occidentale. Bah parce que en fait, à la fin, ils s'ennuyaient un peu à faire du chant grégorien, donc ils ont essayé plein d'autres choses. Et puis ils essayaient donc au lieu de garder la monodie, c'est-à-dire une seule note qui varie et qui est très valable quand on a par exemple la fonction d'appeler Dieu, voilà, ça c'est magnifique et ça suffit quoi. Une voix qui chante, ça suffit, avec un instrument, ça suffit. Mais si on a envie d'approfondir plus de cette complexité, et puis ouais, on a du plaisir à chanter ensemble, donc on a envie d'essayer d'autres choses. Donc voilà, et ben les gens ils ont fait ça, et donc ils ont commencé à essayer de chanter à plusieurs voix ensemble. Donc j'aimerais bien qu'on écoute là une petite mélodie que j'ai prise d'une visite au musée des musiques populaires à Montluçon. Et vous allez écouter. C'est celui-là. Non, celui-là. C'est deux voix. Voilà. Ah, génial. Le premier jour de mai, Et là, je que donnerai-je à mamie? Le premier jour de mai, que donnerai-je à mamie? Une perdrix. Je vais juste l'arrêter parce que, en fait, je vous explique avant et puis comme ça après je vous laisse écouter tranquillement. Le premier jour de mai, ça c'est la cellule de base. Et ça c'est, en fait là c'est une chanson à deux voix, mais qui est construite un peu sur le principe de la fugue, mais c'est pas encore la fugue. La fugue, c'est quand on prend une cellule, une mélodie, et puis on va la faire exactement de la même façon, avec quelques petites variations, à une autre hauteur, à une hauteur différente, et puis elles vont se courir après, parce qu'il y en a une qui est partie avant, donc l'autre elle court après, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fugue. Fugue, ça veut dire fuir. Donc c'est... Mais là, c'est pas encore la fugue, ça c'est un truc très populaire, donc c'est juste une... On a la première cellule, le premier jour de mai, le premier jour de mai, le premier jour de mai, que donnerai-je à mamie? Le premier jour de mai, c'est répété après, mais plus bas. Donc c'est ça va être les mêmes mots, mais ça va pas être exactement les mêmes harmonies. Donc la deuxième voix va prendre la mélodie, mais au point où la première l'a commencé, c'est-à-dire elle a commencé le premier jour de mai, badam. Et la deuxième voix commence là. Le premier jour de mai, que donnerai-je à mamie? Et elle va rester en bas. Donc vous avez déjà cette construction à deux voix. Et bah, on va l'écouter parce que c'est super beau. On va l'écouter. Je le remets au début. Ah, génial. Le premier jour de mai, Et là, je que donnerai-je à mamie? Le premier jour de mai, que donnerai-je à mamie? Une perdriole qui va, qui vient, qui va. Une perdriole qui va, que donnerai-je à mamie? Le deuxième jour de mai, que donnerai-je à mamie? Moi, je fais celle-là. Le deuxième jour de mai, que donnerai-je à mamie? De toute reine, une perdriole qui va, qui vient, qui va. Une perdriole qui va me donner le troisième jour de mai. Que donnerai-je à mamie? Le troisième jour de mai. Que donnerai-je à mamie? Trois chiens au bois. De toute reine, une perdriole qui va, qui vient, qui va. Une perdriole qui va me donner quatrième jour de mai. Que donnerai-je à mamie? Quatrième jour de mai. Que donnerai-je à mamie? Quatre canards sauvages, trois chiens au bois. De toute reine, une perdriole
vraiment vous avez des choses, en fait c'est super agréable à écouter parce que il y a quelque chose qui est presque, on pourrait le faire en fait, vous pourriez le faire aussi quoi. Ça serait un truc, moi j'imagine dans une maison une maman qui chante à ses enfants et puis il y a la sœur qui arrive et puis qui prend une carte au-dessous et puis voilà, et puis après elle sait de se caler. Mais ce qui est super beau, parce que là c'est super bien fait, mais en fait il y a des moments où les voix se perdent, ces cartes, et puis il y a des moments où elles elles retrouvent en même temps. Et on a très fort ça parce que c'est le premier jour de mai, le deuxième jour de mai, qu'est-ce que je vais lui offrir, 4 perdrioles, 3. Et à chaque fois qu'elles disent un chiffre, elles se retrouvent exactement en même temps à le dire. Alors que les mots, il y a des choses qui varient. Et donc ça c'est vraiment pour moi typiquement le plaisir de la musique, mais d'être en même temps, de faire des choses différentes et de se retrouver, c'est-à-dire de s'écarter. C'est vraiment la danse en fait. Tu t'écartes et puis tu te rapproches. Tu t'écartes et puis tu te rapproches. Et c'est un peu comme ce qu'on a fait avec l'or, c'est-à-dire qu'il y avait cette tension et ça donnait envie de faire un mouvement. Donc le mouvement il est dans le sang, mais voilà, là moi je l'imagine aussi dans les placements quoi. Et comme moi je peux en fait, cette chose-là que vous avez entendue, c'est le plaisir de la musique occidentale symphonique, c'est exactement le même plaisir, c'est-à-dire qu'on fait des choses différentes et puis il y a des moments où on se retrouve. Ça fait une harmonie. On rassemble toutes les harmoniques, parce que comme je vous ai dit, dans le son, il y a toutes les harmoniques sont contenues, mais en fait, dans la musique, on les a dissociées et on les a données à tel ou tel instrument. Donc dans un orchestre, par exemple, vous avez quoi? Vous avez 8 violoncelles, 8 violons, 8 violons 1, 8 violons 2, ensuite 6 altos. Donc ça fait qu'on arrive à peu près à 80 instrumentistes qui jouent le même morceau sous la baguette d'un chef d'orchestre, parce que c'est difficile justement de se retrouver ces moments où on se capte tous. Et mais ça, moi je peux vous dire que j'ai fait 10 ans d'orchestre symphonique, mais c'est un plaisir, mais j'ai jamais eu le même plaisir ailleurs, de se retrouver. On est ensemble, mais à 80 quoi. On est exactement ensemble, on n'a même pas besoin de respirer, on est paf, et puis on fait des tic 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 tic, des trucs. Non mais c'est un plaisir fou en fait. C'est un plaisir fou je pense. Et pourquoi? Alors maintenant du coup en préparant cette conférence je me suis demandé mais pourquoi c'est un plaisir fou? Parce que quand on est... là moi j'essaye de vous... je sais pas, il y a sûrement des gens qui connaissent très bien la musique, donc peut-être que ce que je dis c'est un peu du b.a.-ba. Et c'est pas grave. C'est que quand on... Oui c'est ça. Quand on utilise son oreille passivement, on n'arrive pas à vraiment être dans le plaisir de la musique. Mais si on a pris son oreille et qu'on s'est dit ok, avec mon oreille je vais bouger, je vais voyager, et ça va me faire bouger à l'intérieur, que ça soit par des choses simples ou des choses compliquées, peu importe, c'est pas ça. Mais avec l'oreille en fait on bouge en fait. Si on suit une mélodie, on bouge quoi. Voilà. Et j'ai découvert quelque chose qu'apparemment, à mon avis, beaucoup de gens connaissent, mais moi je ne le savais pas, et je suis contente de l'avoir appris. C'est que dans l'oreille, le fonctionnement de l'oreille, il y a les 3 parties. Il y a l'oreille externe qui écoute, il y a l'oreille moyenne, où il y a tout un tas de choses, et puis il y a l'oreille interne. Et dans l'oreille interne, donc il y a la cochlée qui va transmettre le son au nerf auditif, et donc qui est composée, donc, comme tu disais Priscilla, de plein de petits cils. Et c'est à un moment donné que vous deux vous avez parlé, ça m'a beaucoup rappelé ça. Parce qu'en fait tous ces petits cils, on en a 16 000. Donc je le dis parce que comme je l'ai appris, voilà. C'est pas que c'est super important en soi, mais voilà. C'est que par contre ce qui est important c'est que on peut y croire ou pas, mais j'ai vu une courbe qui m'a fait un peu triste, qui m'a rendu triste, c'est que la courbe, la capacité auditive baisse avec l'âge. Ça c'est un peu dommage. Apparemment, dès qu'on expose son oreille à des sons trop forts, en fait les cils peuvent subir des traumatismes, et quand un cil a un traumatisme, il est détruit, voilà, il va pas se remettre. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention à nos oreilles, à comment on gère les écoutes au casque. Bon, ça c'était un aparté. Mais en fait, dans l'oreille interne, qu'est-ce qu'on a? On a le système vestibulaire.
savez que l'oreille interne, c'est ça qui nous permet de gérer notre équilibre. Parce qu'il y a 3 petits anneaux comme ça, avec de liquide à l'intérieur, et qui nous permet d'avoir la sensation du mouvement. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est pour ça que quand on est en voiture, on peut avoir des vertiges, parce que du coup c'est pas accordé. Il y a la sensation aussi de l'accélération. Donc ça permet aussi de comprendre, d'avoir le sens de cette accélération. Donc c'est plein de choses. Et ce que je me suis dit, mais c'est incroyable que l'oreille, en fait, c'est à la fois le sens de l'ouïe, mais c'est aussi le sens du mouvement. Enfin, je sais pas si on réfléchit à ça, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Moi, je suis contente parce que je suis quelqu'un de très incohérent dans ma vie. Et je trouve que ça a donné beaucoup de cohérence à ma vie d'apprendre ça. Parce que du coup, moi, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était que quand on est musicien et qu'on fait la musique en mouvement, parce qu'on sent le mouvement parce qu'on le fait, en fait. En fait, j'aimerais bien qu'il y en ait qui viennent essayer le violoncelle, d'ailleurs, juste après. Et ben quand on a le mouvement, et ben du coup, ça permet de l'intégrer différemment, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent peut-être j'ai pas encore compris la musique classique parce que je l'ai pas encore touché en mouvement, quoi, je sais pas. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que ça vous a un peu donné envie d'écouter de l'orchestre symphonique, quoi. Mais il y en a qui sont pas bien. Il y a des interprétations qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Donc il y a ça aussi. Encore faut-il voir la différence. Ouais. Mais on le sent, parfois on le sent. Ouais. Donc il y avait ce morceau-là. Est-ce que... Donc on va terminer avec un autre morceau. On arrive à la Renaissance. Maintenant, on a parlé de la Renaissance. Donc c'est Palestrina, c'est un morceau de Palestrina que vous allez écouter. Et là, c'est le moment où ça y est, schlac, les petites voix qui se suivaient comme ça gentiment, sans trop de règles. Et ben maintenant, c'est bon. Intervalle, accord, une note au-dessus d'une note, une note au-dessus d'une autre. Et puis il y a des règles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire un accord, par exemple, avec ce qu'on a fait l'or, 2 secondes, ta, ta, et puis une autre au-dessus, ta, 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 ta. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que ça... Est-ce que c'est dissonant? Ouais, dans le sens. Qu'est-ce que ça veut dire dissonant? Ça veut dire que là, on ne sait pas où on va, quoi. À la limite, si on prend une dissonance, on peut l'accepter, parce qu'on sait que ça va aller vers du mouvement, ça va... Ok. Mais si on empile les dissonances, et là, maintenant, ça c'est ce qu'on fait un peu en musique contemporaine, certains le font, mais c'est ce qu'on appelle un cluster, c'est comme vous mettez le point sur le piano et vous appuyez sur toutes les touches en même temps. Donc, voilà. Donc là, vous allez entendre cette verticalité, en fait, cette succession d'accords, les uns après les autres. Et vous allez... Alors la question, du coup, je vais quand même poser vos questions pour que vous orientez l'écoute. Quel est le mouvement que vous sentez dans cette musique? Est-ce que vous sentez un mouvement? Parce que on l'avait vraiment vu avec l'autre... Mais là, est-ce que vous sentez un mouvement? Voilà. C'est...
qu'ils veulent. Une spirale. Super. Je suis montée, descendue un peu comme C'est toi en fait, c'est toi qui as senti ce mouvement. oui, comme dans l'ADN. Super. Ah ouais, merci. Une vague. Une vague douce ou une vague tourmentée? Assez prononcée. D'accord. Monsieur? J'ai l'impression qu'on est dans un espace où il y a beaucoup de volume et ça donne beaucoup de solennité à la mélodie. Oui, merci. Moi j'ai senti un mouvement d'envol et après comme si on avait trouvé un palier et le vol était stabilisé. D'accord. Donc la vague, le vol et puis le... Non, le vol, ouais. Et le volume sonore. Ouais. Quelqu'un d'autre? Je sais pas. Personnellement, je trouve que c'est une musique qui me touche plus émotionnellement que la précédente. Pour moi, elle transporte beaucoup plus au niveau émotionnel. Donc il y a quelque chose aussi effectivement d'élevant, je dirais presque de divin, mais plus dans l'émotion. Est-ce que d'autres personnes, ouais. Moi j'avais deux sensations différentes. Je voyais le mouvement du lemniscat du 8, donc voilà, ces arrondis, mais en même temps une marche très monastique, donc quelque chose de très mystique aussi. Merci. La sensation que j'avais, c'était que chaque choriste nous emmenait individuellement dans sa partie, et par moments ils se rejoignent. C'est comme si j'étais étiré par là, et puis par moments, il y a des moments où ça revient au centre. C'est une drôle de sensation. Merci. Il y avait encore quelqu'un ici, c'est ça? Moi, je me suis senti comme pris par la main et j'étais un peu comme une danse envoyée d'un côté, de l'autre, entre les chants. C'était très, très gracieux, très, très agréable. Il y a eu une autre étape où les chants, je sais pas, il y avait une variation et c'était comme si, un peu comme une caresse interne, ça se déposait plus au niveau corporel. Après, je suis sorti de tout ça et c'était très différent donc, du morceau iranien où là j'étais plus sur des... J'ai adoré les sonorités iraniennes telles qu'elles étaient présentées, où je me sentais vraiment en lien avec un environnement et quelque chose de peut-être différemment essentiel. Voilà, j'avais l'impression qu'un être qui était en connexion avec son environnement, une chaleur très expansive et très enracinée dans de la mémoire. Ça me cherchait beaucoup plus loin le chant iranien. Merci. Madame. Au début, j'avais l'impression d'avoir... dans le corps, ça respirait fort. Ça s'ouvrait, ça se refermait comme une vague. Et ça montait. Et après, il y a quelque chose qui s'est installé comme s'il y avait un groupe qui stabilisait vers la droite, vers la gauche. Et après, il y avait deux groupes qui montaient, qui s'entrecroisaient en spirale aussi, en 8. Et un groupe qui montait plus haut et un autre plus médium. J'avais l'impression d'avoir trois voix différentes. Mais toujours dans cette respiration intense. Ouais. Je trouve que le mot respiration, il est vraiment... moi, c'est une musique qui me fait respirer aussi.
dans le sens où, comme monsieur je disais, pour moi il y a vraiment dans cette musique il y a le volume. Le volume, en fait, c'est une musique d'église, hein, donc c'est pour le chant religieux. Donc on est vraiment, ces gens-là, quand ils chantent, ils sont dans une église. Hein. Donc ils sont dans cette verticalité et aussi pour s'adresser un peu aux hommes, mais avec un chant qui vient de Dieu, voilà. Et donc c'est pour ça que le mouvement, en fait, tous les mouvements que vous avez ressentis sont bien, quoi, sont bons. Enfin, il n'y a pas de... c'est pas complètement statique, vous voyez, on est quand même dans l'harmonique, mais c'est pas complètement statique. Donc il y a vraiment du mouvement, mais ce mouvement, il nous vient nous chercher vraiment à l'intérieur aussi. À l'intérieur parce qu'il développe, enfin en tout cas pour moi, le fait qu'il y ait plusieurs tessitures, donc il y a, les tessitures c'est les types de voix, c'est les voix graves, voix aiguë, voix moyenne, et donc là il y en a plusieurs, et ça ouvre en fait quelque chose dans l'espace. Voilà. Donc, est-ce que j'avais encore 2 petites choses à dire? On peut s'arrêter là, on pourrait s'arrêter là, ce serait déjà bien. Est-ce que vous avez des... Mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à... Donc, en fait, cette conférence, elle était un peu orientée par ma recherche sur les consonances et les dissonances. Donc, je fais un petit résumé, on va faire comme à l'école, parce que je suis aussi formatrice pour des adultes, donc je sais pas où ça me vient, pour une fois, l'aspect pédagogique. Donc le fait que Pythagore il ait voulu mettre les intervalles, choisir les intervalles qui soient que des intervalles consonants. Pour lui, consonant, ça voulait juste dire qu'on puisse les déterminer par rapport à des rapports de nombres entiers. Il fallait que les rapports soient avec des nombres entiers. Et si c'était pas le cas, pour lui, c'était pas un intervalle consonant. Mais pour les musiciens, après, ça a été autre chose. Enfin, ça, c'était de la théorie mathématique. Et pourquoi il s'est arrêté à 7 notes? Il a réussi à donc déterminer ces 7 notes en fonction de rapports de nombres entiers. Il s'est arrêté là. Moi, j'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est la vérité, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que parce qu'apparemment, donc c'était tout un courant philosophique qui liait les mathématiques au mouvement des sphères et ils étaient très astronomes, enfin ils regardaient tout le temps les étoiles, donc ils s'intéressaient vraiment aux étoiles, et ils avaient découvert 7 planètes à l'époque, il y avait 7 planètes. Donc voilà pourquoi 7 notes, apparemment, c'est ce que j'ai lu. Bah, je ne sais pas si c'est une explication valable, mais en tout cas je sais que par rapport à l'époque de Pythagore, c'était cohérent. Et puis en fait, par rapport à la dissonance, ben, comme on disait, la dissonance en fait ça crée du mouvement. Ça crée de la tension, et la tension, ben, ça crée une envie de bouger, voilà, ou de se rapprocher, ça crée du mouvement à l'intérieur. Et petit à petit, dans la musique occidentale, donc on a donné des règles à ce mouvement-là de note à note, pour pas que ça soit trop désagréable à l'oreille, pour qu'on ait encore envie d'écouter, pour que ce soit en fonction aussi du contexte, c'est-à-dire il y avait le contexte religieux, donc le contexte religieux c'est pour relier l'homme au divin, mais après il y avait le contexte par exemple de la danse, ça n'avait rien à voir quoi. Donc c'était pas les mêmes contextes, donc j'imagine que c'était pas les mêmes règles, et puis c'était pas les mêmes instruments aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on relit l'histoire de la musique a posteriori maintenant, on peut imaginer plein de choses, mais en fait la musique elle a été aussi faite par les instruments, par qu'est-ce qu'on était capable de fabriquer comme instrument. Donc, par exemple pour la musique traditionnelle en France, il y a eu la vielle à roue. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la vielle à roue. C'est un magnifique instrument. Pourquoi? Parce que ça, il y a une corde, la tonique qui est en permanence, tout ça. Et au-dessus, tu fais ce que tu veux. Tu as une autre corde et puis tu fais ton petit chant au-dessus. Un peu comme le monsieur avec qui s'accompagne. Sauf que lui, il a pas, on a toujours la... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça vaut le coup d'écouter une vielle à roue un jour. Et puis après, il y a eu d'autres instruments. Et là, je ne vais pas en parler parce que la musique, pour moi, elle est intéressante dans le fait que je la comprends pas complètement. Donc, quand je comprends trop, ça m'intéresse plus trop. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci.